Salam alaikum et bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mohamed, j'ai 30 ans. J'ai fait un tour du monde de presque un an et j'ai donc partagé mon aventure à travers des vidéos. Alors, il est difficile de résumer un peu ce qui m'a poussé à partir durant un an autour du monde, mais j'ai toujours aimé voyager, faire des rencontres. Euh, J'aime également regarder des reportages sur la nature, sur des tribus lointaines au fin fond du monde. Je voulais également savoir un peu ce que c'était de sortir du quotidien, de cette routine, de ce confort. Et donc voilà, c'est un peu ce qui m'a poussé à me lancer dans cette expérience. Globalement, il y a eu deux types de réactions. La première, c'est plus du genre ah chouette, bonne idée, j'ai toujours rêvé de faire ça aussi. Et l'autre réaction, c'est plus du genre mais t'es fou quoi, pourquoi tu veux partir aussi loin? Un an, c'est beaucoup un an. Et donc mes parents, c'était plus du genre de la deuxième réaction. Mais sinon, globalement, les réactions étaient assez positives. Alors, ce que j'appréhendais le plus durant ce voyage, c'est vraiment d'être loin de chez moi, de ma famille, de mes amis, de mon confort, de me dire aussi est-ce que je suis vraiment assez aventurier pour partir pendant un an, est-ce que je ne vais pas changer d'avis, faire demi-tour et revenir plus tôt que prévu. Donc, c'est le fait de pas pouvoir ou vouloir finir, mais au final, il faut faire le pas pour savoir quoi. Alors pour ma part, il m'a fallu presque un an de préparation, notamment pour voir un peu, pour avoir des informations sur les destinations que je voulais visiter, pour le matériel, aussi le niveau administratif, donc tout ce qui est interruption de carrière, les visas, les vaccins, donc il y a tout ce côté-là. Il y a également aussi le côté pour mettre de l'argent de côté, parce que ça coûte pas mal. Et donc voilà, tout ça, ça prend pas mal de temps. Il faut beaucoup se renseigner sur Internet, on trouve presque tout sur Internet, notamment des gens qui sont déjà partis comme ça autour du monde. Donc il y a beaucoup d'astuces qu'on peut trouver. Et donc voilà, pour ma part, je pense qu'un an, c'est vraiment le strict minimum pour se préparer. Il y a beaucoup de choses auxquelles on pense vraiment à l'instant T. Au final, on s'adapte à tout. En fait, le plus important, c'est pas de se préparer matériellement, mais c'est plus de se préparer psychologiquement. Les destinations, ça c'est un peu le côté le plus difficile, mais le plus intéressant. Parce que il faut savoir qu'un an c'est court, euh, oui. On n'a pas le temps de tout visiter, donc il faut faire une liste de ses priorités, de ce qu'on voudrait vraiment visiter. Ensuite, à partir de là, il faut tracer un itinéraire assez logique, donc comme partir de l'Indonésie vers le Japon, ensuite faire un retour en Australie, est à mon sens illogique. Donc il faut prendre une carte et faire des points entre chaque destination que l'on voudrait visiter. Alors, dernier point important, c'est la météo. Il s'agirait de ne pas se retrouver sous la mousson en Thaïlande ou encore en hiver à New York ou au Canada. Sinon, vous n'allez pas visiter grand-chose et c'est beaucoup moins intéressant. Donc, selon moi, ce sont les points importants à prendre en compte lorsque vous faites votre itinéraire. Il faut savoir aussi que votre itinéraire va s'adapter au fur et à mesure lorsque vous serez en voyage.
en fonction de ce que les voyageurs vont vous dire ou des gens du pays. Donc ça c'est très intéressant à prendre en compte. Alors je n'ai pas encore fait les calculs exacts, peut-être que je les ferai peut-être jamais, mais au final ça m'a coûté entre 12 et 13 000 euros, donc tout compris pour presque un an. Donc que ce soit les activités, les hôtels, la nourriture, les billets d'avion, tout ça. Bon, il faut vous dire que le plus gros du budget, bah, c'est les billets d'avion. Ensuite, c'est les hôtels, les activités, ensuite la nourriture. Le budget, ben, c'est en fonction du pays où vous allez. Il y a des pays où vous allez dépenser en 2 semaines ce que vous allez dépenser dans un autre pays peut-être en 3 mois. Donc c'est très aléatoire. Mais au final, personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors oui et non. Donc au-delà des gens que j'ai rencontrés sur place, eh ben, il y a des personnes qui sont venues me rejoindre à certaines de mes destinations. Donc j'ai commencé seul, on est venu me rejoindre, puis j'ai continué seul. Puis quelques mois après, on est venu me rejoindre encore une fois, et ainsi de suite. Donc au final, j'ai été très rarement seul, proprement dit, parce que même si vous êtes seul, il y a des gens qui viennent à votre rencontre, ou vous allez également à la rencontre des gens. Donc voilà, donc j'ai eu un peu les deux côtés. Alors ayant testé les deux, je peux vous dire qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas de compromis à faire. Vous faites les activités que vous voulez, vous visitez ce que vous voulez, vous faites l'itinéraire que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une liberté totale. En plus de ça, vous êtes beaucoup plus accessible par rapport aux autres personnes. Donc les gens viennent plus facilement vers vous. Et vous également, vous allez plus facilement vers les gens. Donc la plupart du temps où j'ai été invité, c'était quand j'étais seul. Maintenant, le côté négatif d'être seul, il faut faire attention à tout. Il y a des gens mal intentionnés qui profitent que vous soyez seul pour essayer soit de vous arnaquer ou de vous voler. Enfin, personnellement, j'ai pas eu de problème, mais bon, c'est une possibilité. Donc, il faut également faire attention à ses affaires. Donc, ça, c'est une des contraintes. Maintenant, lorsqu'on est à deux ou à plusieurs, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'adapter, avoir des communs, que ce soit au niveau des activités, au niveau des lieux culturels à visiter, de la nourriture aussi. Donc ça, il vaut mieux partir avec des gens que vous connaissez très bien, avec lesquels vous avez déjà voyagé, et aussi des personnes avec qui vous partagez le même point de vue de l'aventure. Donc ça, c'est des choses importantes. Et voilà, donc ça c'est pour ma part, j'ai fait les deux, j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, si vous, comme j'ai dit, si vous voulez vraiment faire des rencontres, aller vers les gens, c'est plus facile lorsque vous êtes seul. Maintenant, pour revenir à la recommandation du prophète sallam, l'idéal c'est de voyager à deux ou plus. Pourquoi? Justement, c'est en cas de souci, en cas de pépin. Euh, donc ça, c'est un peu à vous de voir dans quel état d'esprit vous êtes. Alors grâce à Allah, mon voyage s'est très bien passé. Il y a eu quelques situations difficiles, mais au final, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Alors bien sûr, il y a toujours des risques. Vous êtes en territoire inconnu, vous êtes un touriste, et donc vous êtes susceptible d'être une cible pour des personnes mal intentionnées, surtout si vous êtes seul. Alors pour cela, il y a quelques petites règles à respecter, des règles que vous allez retrouver sur Internet, notamment qu'il faut diviser son argent à différents endroits, ne pas sortir son argent, une grosse somme d'argent aux yeux de tous, avoir une ceinture cache-billet, s'envoyer son passeport sur son adresse mail,
Euh, Plein de petites astuces comme ça. Au final, il faut surtout garder à l'esprit, partir avec l'esprit qu'on peut tout perdre. Et à partir de ce point-là, on voyage beaucoup plus simplement, on est beaucoup moins parano sur ses affaires. Il faut aussi se renseigner sur les destinations que vous allez voir. Il faut savoir aussi que dans certains pays, les gens vont vous aborder de manière tout à fait naturelle, sans arrière-pensée, sans demander quelque chose en échange. C'est tout à fait naturel chez eux. C'est vraiment parce que nous, on a une mentalité à l'européenne très égocentrique et très paranoïaque. On a vraiment grandi comme ça. Mais pour eux, c'est tout à fait normal. On va vous inviter, peut-être à manger, peut-être même à passer une nuit. Donc ne vous inquiétez pas, profitez-en, mais ne soyez pas trop naïf non plus. Alors oui, il y a eu quelques situations difficiles, notamment lorsqu'on était en panne de batterie dans le désert australien parce qu'une personne avait laissé les lumières allumées durant toute la nuit, ou encore lorsque je me suis réveillé en sursaut le matin au Japon à cause d'un tremblement de terre, ou encore lorsque j'étais bloqué sur une île à cause du mauvais temps, ou parfois lorsque je recherchais un hôtel avec mon gros sac à dos sous une pluie tropicale. Donc c'est tous ces moments-là qui font que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Alors les pays que j'ai le plus apprécié. Ayant été 4 fois, pour moi ça reste vraiment la Malaisie. Je retrouve vraiment tout ce que j'apprécie, que ce soit l'accueil des gens, leur comportement, la nourriture, le confort, la météo. J'ai également apprécié le Cambodge, l'accueil des gens et la simplicité des gens. J'ai également apprécié la Thaïlande, le Sri Lanka et aussi le Japon pour vraiment leur culture. Alors les pays que j'ai le moins apprécié, pour moi, ça reste l'Australie. Les Australiens sont pas du tout accueillants. C'est un pays où peut-être que je m'étais fait une trop belle image de l'Australie, mais j'ai été vraiment déçu. Et c'est un pays qui reste très cher. Ensuite, l'autre pays que j'ai le moins apprécié, c'est les îles Fidji. C'est des îles qui se retrouvent au fin fond du monde, vraiment à l'autre bout. C'est l'accueil des gens que j'ai pas du tout apprécié là-bas. Et aussi, mis à part que c'est cher, je dois dire qu'on retrouve les mêmes paysages, les mêmes décors qu'en Thaïlande, en Malaisie et dans ces coins-là. Donc j'ai été un peu déçu. Alors raconter des anecdotes, c'est pas facile parce que j'ai vécu durant un an presque ce que j'avais pas vécu durant toute ma vie. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant un an. Mais ce que je retiens, c'est vraiment la vie ou l'histoire des gens que j'ai rencontrés. Mais il y a une qui m'a particulièrement choqué, qui m'a vraiment frappé, c'est lorsque je suis parti au Cambodge. J'avais rencontré Mustapha, que vous avez vu sur une de mes vidéos, qui en fait gère un orphelinat. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'a invité chez lui à la maison. Il faut savoir que au Cambodge, donc en tout cas Mustapha vit sur des maisons en pilotis, donc des maisons sur des piliers, ce sont des maisons en bois. D'ailleurs, lorsque vous rentrez dans une sorte de cabane, de grosse cabane, lorsque vous rentrez dedans, vous pouvez voir le sol à travers le plancher. Et ce qui m'avait frappé, donc lorsque je suis rentré dans sa chambre, il y avait une bibliothèque qui prenait toute la chambre. Il y avait au bas mot une cinquantaine ou une centaine de livres, et la plupart étaient en arabe littéraire. Lorsque j'ai demandé à Mustapha un peu plus d'infos pour savoir d'où il tenait ses livres, il m'a expliqué un peu que c'était son beau-frère qui vivait en Arabie Saoudite et qui lui envoyait tous ces livres-là.
Et en fait, ce qui m'avait frappé, c'est que il faut savoir que Mustapha parle un petit peu arabe littéraire, mais pour lire de l'arabe littéraire, ce qu'il faisait pour comprendre un seul livre, il devait traduire ce livre en arabe, le traduire vers l'anglais, et ensuite de l'anglais le traduire en cambodgien. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le travail que c'est, que de traduire un livre comme ça, le traduire donc en anglais, qui n'est pas sa langue maternelle, et le traduire ensuite vers sa langue maternelle. Tout ça parce qu'il n'y a pas de livre en fait, ou de dictionnaire de l'arabe littéraire vers le cambodgien. Donc c'est vraiment tout ce travail. Donc j'étais vraiment frappé par ça parce que je me suis dit, nous pour lire un seul livre d'une centaine de pages, qui est dans notre langue maternelle parfois, on a vraiment du mal, alors que lui détenait une bibliothèque avec plus d'une cinquantaine de livres, des livres gros comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Alors des rencontres qui m'ont touché, j'en ai fait pas mal. Et pour moi c'était le plus intéressant dans cette aventure, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites. Il y a notamment Saïd qui m'a accueilli plusieurs jours chez lui, qui m'a raconté un peu son histoire. Il y a également au Sri Lanka Mohamed qui vivait dans des sortes de petits bungalows, lui et sa petite famille. Euh, il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées qui ont connu la guerre, qui m'ont raconté un peu ce qu'ils avaient vécu chacun dans leur pays. Euh, il y a toutes ces rencontres. Il y a également aussi à Bali où il y avait des jeunes, des jeunes étudiants, on va dire, qui étudiaient l'hôtellerie et qui vivaient à Bali en fait dans une petite chambre qui faisait 3 mètres sur 4 et ils vivaient presque à 10 dedans. Et malgré ça, ils nous ont accueillis chez eux, ils nous ont fait à manger, ils nous ont accueillis comme des rois. Et donc c'est toutes ces rencontres en fait qui me marquent et qui me montrent un peu la, la nature humaine. Alors en fait avant de commencer mon voyage, je m'étais dit que ce serait chouette de partager mon aventure avec mon entourage. Et donc le plus simple, je me dis les vidéos c'est beaucoup plus facile, ça fait passer beaucoup plus d'émotions que des photos ou du texte. Et c'était aussi beaucoup plus simple pour moi que de rédiger des beaux textes sans faute d'orthographe. Donc voilà, j'ai voulu vraiment partager ça à travers des vidéos. Et en commençant par mon entourage, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour d'autres, peut-être que ça intéresserait d'autres personnes. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça sur des sites et j'ai commencé à partager ça avec le plus de personnes possible. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres de voyager. Comme j'ai expliqué, j'aime beaucoup regarder des documentaires ou des reportages sur des personnes qui vont au bout du monde, qui vont dans des tribus inconnues. Et moi, je me suis toujours posé la question, en tant que musulman, comment je verrais les choses avec un œil spirituel, donc que ce soit les paysages, que ce soit les personnes. Donc, j'ai voulu montrer que malgré nos obligations religieuses, qu'on pouvait voyager, aller à la rencontre des gens, voir un peu la création de Dieu. Et voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer aux gens. C'est vraiment faire le lien entre la religion, nos obligations et le voyage à travers le monde. Bon, je ne suis pas le premier à le faire, mais j'ai voulu moi le montrer à travers des vidéos. Alors c'est une très bonne question. Avant mon départ, je me posais souvent la question et j'essayais en fait de m'imaginer dans telle ou telle situation. Alhamdulillah, Allah nous a donné beaucoup de facilités lorsqu'on est en voyage, notamment le fait de regrouper, de raccourcir les prières, ou encore de pouvoir, lorsqu'on n'a pas le choix, de pouvoir prier assis, que ce soit dans un bus ou dans un avion. Donc il y a beaucoup de facilités par rapport à ça, alhamdulillah. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de savoir que partout où j'ai été, il y a des mosquées, que ce soit au Japon,
que ce soit au fin fond du désert australien, il y a des mosquées avec une communauté musulmane et c'est vraiment intéressant d'aller voir cette communauté qui est au bout du monde, peut-être parfois isolée, donc c'est vraiment intéressant. Par rapport à la nourriture halal, personnellement, j'ai pas vraiment eu de soucis avec ça. Donc, on peut trouver de la nourriture halal presque partout. Mais au pire des cas, ben, il y a des alternatives, notamment ben, du poisson, du thon ou encore des nouilles végétariennes. Donc, ça, c'est pas vraiment un souci. En tout cas, ça n'a pas été vraiment un souci pour ma part. Alors, il y a quelques matériels utiles. On va dire que c'est la petite trousse du parfait musulman. C'est notamment ben, un petit tapis de prière portable, tout petit. Oui, ça existe. Ensuite, avoir une boussole pour voir la direction de la Qibla. Et ensuite, vous avez quelques sites, notamment zabiha.com, où vous allez retrouver ben, tous les restaurants halal et également les mosquées à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a beaucoup aidé. C'est très bien fait. C'est quelque chose de complètement gratuit, tout le monde peut ajouter, donc c'est vraiment intéressant. Alors autre point important que je voulais citer, c'est que dans les endroits touristiques, vous allez vous retrouver face à beaucoup de tentations, beaucoup de fitna. Donc ça, faut vraiment connaître les faiblesses de sa foi, il faut vraiment faire attention, surtout que le loup s'attaque aux brebis égarées. Donc ça, faut faire attention. Sinon, voilà, il faut partir avec une bonne intention et tout se passera bien. Alors, pour les vidéos, j'utilise une petite caméra portable, une petite Sony HD, très compacte et très facile à utiliser. Pour les photos, j'avais un appareil, donc un réflexe, un 400 Canon 400D, donc il m'a beaucoup servi. Bon, c'est assez contraignant de le prendre, mais ça fait de très belles photos. Ensuite, j'utilisais pour les montages vidéo, j'utilisais Pinacle Video Studio, très facile à utiliser également. Donc voilà, en gros, c'est ce que j'utilisais. J'utilisais un tout petit portable, un Acer Asus, vraiment un petit truc de 10 pouces. Voilà, il fallait faire attention au poids et aussi à la place. Alors pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. J'aurais aimé visiter d'autres endroits, notamment l'Amérique du Sud ainsi que l'Afrique. Étant donné qu'aujourd'hui j'ai d'autres obligations, c'est reporté à plus tard. Il faut savoir également que ça coûte pas mal d'argent. Donc pour l'instant, concernant les voyages, c'est fini. Mais j'espère faire d'autres vidéos sur d'autres projets, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut savoir ben, dans quelle intention vous voulez partir à l'aventure. Ensuite, il faut se dire qu'il n'y a pas que des bons côtés. Il y a des contraintes, il y a des moments de déception, des moments de solitude. Donc il y a quelques mauvais côtés. Mais au final, vous allez ressortir beaucoup plus enrichi avec beaucoup d'images en tête. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est lancez-vous, faites le pas et bonne chance. Alors pour finir, presque un an de voyage, je dois dire que ça a changé ma vision du monde, de ma vie en général, de ma façon de voir les choses, notamment les rencontres que j'ai faites. Ça m'a remis en question par rapport au confort dans lequel je suis, à la famille, à mes amis qui m'entourent, que tout le monde n'a pas. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises durant ce voyage. En fait, j'ai plus appris en un an de voyage qu'en 30 ans d'études et de travail. Donc voilà, d'une certaine manière, je me sens plus riche. Et voilà, c'est des choses qui m'ont touché, des choses que j'ai pu montrer à travers des vidéos, mais il y a des choses que je ne saurais jamais expliquer, mais qui m'ont marqué.
Pour conclure, remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé depuis le début, qui m'encouragent encore. Et je vous dis peut-être à bientôt pour peut-être d'autres projets. Salam alaikum. I'm about to lose the battle and cross the line. I'm about to make another mistake. And even though I try to stay away, everything around me keeps dragging.